L'or monte, l'or descend. Mais pourquoi? Qui tire les ficelles? Et surtout, comment en profiter? Aujourd'hui, on plonge dans les cycles de l'or, comment ils fonctionnent, ce qui les déclenche et comment un investisseur avisé peut s'y positionner. Pour décrypter tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Fonrouge. Bonjour Arnaud. Bonjour. Tu es investisseur et coach financier et tu vas nous aider à comprendre ce sujet clé, encore trop méconnu du grand public. Cette vidéo fait suite à celle-ci, qu'on avait déjà enregistrée. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande. Bonjour et bienvenue sur Dorénavant, la chaîne qui vous aide à intégrer l'or dans votre patrimoine. Tout ce qu'on dira aujourd'hui n'est en rien un conseil en investissement. On est là pour exposer notre avis et vous restez libre de prendre vos propres décisions après avoir fait vos propres recherches. Alors, l'or, il monte pas par magie ni par hasard. Il suit des cycles. Arnaud. Oui, oui, c'est vrai, dans la vidéo qu'on a fait l'autre jour, on parlait de différentes approches stratégiques sur quand est-ce qu'on pouvait acheter de l'or ou potentiellement faire des arbitrages dans son patrimoine. Et en fait, ce que je voulais montrer, quoi, c'était que en allant plus loin avec des outils comme l'analyse technique, on pouvait optimiser sa présence dans les cycles. Oui, on avait commencé par dire que un simple rééquilibrage annuel suffisait mécaniquement à optimiser sa présence dans les cycles, même sans très bien les comprendre. Et aujourd'hui, on va, plonger peut-être un tout petit peu plus loin dans l'analyse de ces courbes et voir en quoi ça va nous aider à être plus précis et surtout, le plus important, à comprendre ce qui se passe. Si on comprend bien les cycles, on va éviter des erreurs et on va aussi reconnaître et pouvoir saisir des opportunités. Est-ce que tu peux commencer à nous donner peut-être un exemple et pourquoi pas avec la courbe de l'or? Oui, bien sûr. L'idée de base, c'est de dire que l'or, comme tous les autres actifs, suit des cycles en fait. Et des cycles, c'est ce qu'on voit un petit peu caractérisé par la ligne bleue là qui est dessous. C'est une succession de phases haussières et baissières qui vont se succéder, qui vont en succédant en fait donner la vie d'un actif, quoi. Euh, L'idée, c'est de se dire que par le fonctionnement des marchés financiers, on a toujours une succession de phases haussières et de phases baissières, Mmh. et que si on est capable de les lire, de les identifier, on peut acheter à des moments où on est en bas de marché, plutôt en bas de marché, donc après des périodes de baisse, et potentiellement identifier aussi des hauts de marché pour revendre si on veut faire des arbitrages dans l'autre sens, quoi. Oui, on peut, même sans atteindre une précision absolue, hein, ça c'est pas du tout le propos aujourd'hui. On peut identifier des moments où on est assez confiant sur le fait que c'est pas une erreur d'acheter, par exemple, ou alors à l'inverse, que c'est pas une erreur de vendre. Et on pourrait, en analysant par exemple que, en ce moment, on pourrait vendre de l'or et que ce serait pas une erreur, et ben, même si l'or finalement continue à monter, on est quand même content parce que on était à une position du cycle où, et ben, c'était pas une bêtise de vendre. Voilà. Et c'est à ça qu'elle sert l'analyse technique. L'analyse technique, elle permet de rajouter une couche, une finesse dans l'analyse qui nous permet, si ce n'est de prendre des décisions, au moins de mettre les probabilités de son côté, et puis aussi de faire une projection des scénarios euh, potentiels dans le temps. Oui, hem, la effectivement, il n'y a aucune certitude, jamais. On va juste essayer de mettre les probabilités de son côté et d'avoir peut-être raison, 2 fois sur 3, 3 fois sur 4, et on n'aura jamais tout le temps raison, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas de conseils en investissement. La décision finale, elle vous appartient puisque c'est votre argent. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on oppose souvent l'analyse technique à l'analyse fondamentale. Et ici, on est sur une chaîne sur l'or. Et en fait, les fondamentaux de l'or, tout le monde les connaît et tout le monde Oui, est d'accord avec ça. Donc, les fondamentaux de l'or, qui est une matière première, une valeur refuge, etc., par définition, ils sont excellents. oui. Donc, si on veut optimiser ensuite ses investissements, son investissement dans l'or ou les métaux précieux,
le niveau de connaissances supplémentaires, c'est l'analyse technique et venir gratter quelques j'allais dire gratter, mais gagner quelques points, Oui. supplémentaires, en achetant plus bas ou en vendant, plus haut. Voilà. Et ou juste en découvrant qu'il y a des opportunités de vendre de l'or, alors que l'or, si on le détient de manière physique, bien souvent, on se dit que, ben, on ne le vendra jamais sauf catastrophe. Et c'est une stratégie qui est tout à fait recevable, hein. Je porte aucun jugement là-dessus et j'étais moi-même parti sur cette, stratégie avant de commencer à travailler un petit peu plus précisément sur, l'analyse technique, sans rentrer dans le détail, hein, les grandes phases, les grands cycles, les grands mouvements et je me rends compte que, eh ben, au fur et à mesure, en progressant de ce côté-là, on arrive à tout en gardant le côté refuge, le côté assurantiel, le côté protection de l'or, on arrive à la marge, en réservant une petite portion de notre poche d'or à ça, à, optimiser sa présence dans les cycles et donc à dégager une performance supplémentaire. Si tu veux bien dézoomer 2 secondes le graphique pour qu'on voit la baisse de 2012 par exemple, voilà. Hem, heu, s'abstenir d'analyser qu'entre, 2012 et 2020, il y a eu un creux et ben, c'est se priver d'avoir acheté de l'or beaucoup plus bas. Et c'est aussi se priver d'en avoir peut-être revendu un tout petit peu en 2020, 2021, 2022 et d'en revendre encore actuellement peut-être. Voilà. En fait, toute l'idée de l'in de l'investissement, c'est de gagner de l'argent et gagner de l'argent, ça veut dire à un moment gagner de l'argent sonnant et trébuchant et donc ça veut dire encaisser des plus-values. Oui, Donc si on ouais, part de ce principe-là, on a le droit de se poser la question: «Quel est le meilleur moment pour encaisser des plus-values?» oui, et encore une fois, je le répète parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de monde, une idée que beaucoup de monde partage sur la chaîne, à savoir l'or, il est fait pour être, acheté régulièrement et surtout jamais revendu. Ça se tient et évidemment, vu que les fondamentaux de l'or sont tellement bons, on est à peu près assuré sur le long terme d'être gagnant. Mais quelqu'un qui veut accumuler beaucoup d'or a tout intérêt à se pencher un petit peu sur l'analyse technique parce que ça lui permettra d'analyser notamment qu'entre 2014 et 2018, eh bah, c'était un bon moment pour en acheter. Voilà. Exa ouais, exactement. Pour vous donner une idée, moi je suis à peu près à 80-20 en or physique et en or papier. L'or physique, il a la vocation que tu as décrite, Oui, précédemment et l'or papier, il je l'utilise pour optimiser ma présence dans les cycles. voilà. C'est pas du trading, c'est, de la gestion de ces investissements. Oui, c'est de l'investissement, c'est de la gestion de patrimoine. Et entre quelqu'un qui aurait, par exemple, acheté de l'or en 2007 et qui n'y aurait plus jamais touché, bon, bah, évidemment, il est dans le vert maintenant, hein. Mais quelqu'un qui aurait, senti en fin 2011, début 2012, que peut-être il était temps de se séparer d'une petite partie, alors je ne parle que d'une petite partie, hein, de la frange supérieure, et qui aurait analysé, par exemple, en 2018 que, bah, c'était pas très risqué d'en racheter et bah, au final, en 2025, heu, si l'objectif c'est d'avoir beaucoup d'or et bah, la personne qui s'est intéressée un petit peu à ça, elle a plus d'or que la personne qui ne s'y est pas intéressée. Tout à l'heure, quand tu as mis, TradingView sur ton écran, tu avais la courbe du Nasdaq, si je me souviens bien. Évidemment, ces histoires de cycles, si on en parle aujourd'hui et si ça a tant d'importance, c'est parce que ça ne touche pas que l'or. Tous les actifs sont cycliques. Oui, oui, c'est vrai et ensuite, c'est, bon, il va y avoir quelques spécificités liées à certains actifs, mais l'idée, c'est que ça fonctionne toujours de la même façon. Je peux aller peut-être un petit peu plus loin sur comment fonctionnent et comment sont générés les cycles. Bien sûr, oui, oui, Hem, on va parler des un phases.
Ok, bah là on le voit, bon, on peut rester sur le Nasdaq, mais après on va extrapoler à l'or, c'est super. En fait, tout simplement, c'est ce que je disais, en fait, les cycles vont être une succession de phases haussières, baissières, haussières et baissières. Voilà. Oui, Et en fait, ces mouvements de marché, ces phases principales, elles vont être créées par ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels ou alors dans dans l'or et les métaux précieux, ça va être les États, les négociants en matières premières, les fonds, les principales institutions qui vont investir dans l'or, et puis ensuite par exemple, il y a d'autres noms dans les cryptos, on parle des baleines, on parle de oui, whales, on parle enfin, les investisseurs institutionnels, en fait, c'est ceux qui ont suffisamment d'argent pour créer des mouvements de marché. oui. Et ces mouvements de marché, ils vont être créés, et eux, ils vont tout simplement acheter et accumuler un actif après une période de baisse, hein, comme on voit par Mm. exemple ici. Voilà, c'est bien parce que le Nasdaq, c'est vraiment un cas d'école. Et donc, en fait, une fois qu'ils estiment qu'un actif a suffisamment baissé et qu'il y a un point d'entrée intéressant, bon, ils vont se positionner sur un actif, alors, ce qu'on appelle une phase d'accumulation. Ensuite, il y a une phase de participation ou de croissance, là, celle qui est une phase où tout le monde va un petit peu participer. Eux, ils vont continuer à investir, mais là, c'est la plupart des participants du marché qui vont investir. Et puis ensuite va s'en suivre une phase de distribution où ils vont se séparer des positions qu'ils ont prises en bas de Oui, marché, donc avec des forts gains. Puis ensuite, ils vont se mettre à shorter le marché pour reprovoquer une baisse pour recréer un nouveau point d'entrée intéressant pour eux. Et donc tout le propos, une fois qu'on a compris cette notion de cyclicité, c'est de rentrer au même moment, et si ce n'est de sortir au même moment que les investisseurs institutionnels, au moins optimiser son point d'entrée, son oui. timing d'entrée, pour pouvoir ensuite venir gagner de l'argent à différents niveaux ou à différents paliers sur la hausse, quoi. C'est ça que j'apprends ou que j'apprends à mes coachés et que j'essaye de faire en suivi, en fait. Euh, toute la... Enfin, pour moi, toute la philosophie de l'investissement, c'est bien acheter des actifs Ouais, pour pouvoir ensuite se mettre dans une situation où il est facile de les gérer. oui. Et c'est toujours plus facile de vendre dans la force une position qui est en gain que de se demander ce qu'on va faire d'une position en perte. Oui, d'autant plus que c'est pas notre situation personnelle qui doit être le facteur décisionnel principal de si on garde ou si on achète Oui, une position, c'est le marché qui décide. Et souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par les investisseurs en disant, ben, moi, je ne vends pas parce que je suis en perte, j'attends de revenir à l'équilibre, etc. Et là, on rentre dans tout un tas de biais psychologiques qu'on essaye d'apprendre à éviter oui, avec le oui, temps. L'idée, c'est, enfin pour moi, c'est mon approche de l'investissement, c'est si on sait bien acheter et si on est capable de mettre ses efforts à l'identification des bonnes opportunités d'achat, bah derrière, ce sera beaucoup plus facile de gérer mm, ces tout à fait. investissements. Et d'ailleurs, pour les investisseurs institutionnels, c'est assez facile de... C'est presque un cercle, un serpent qui se mord la queue. Les institutionnels achètent au plus bas, puisque c'est eux qui achètent qui arrêtent la baisse, en fait. Ouais, exactement. Par le volume qu'ils sont capables de déployer, la quantité d'argent qu'ils sont capables d'injecter, quand une baisse s'arrête, ça indique leur retour sur le marché. Et donc, quand on voit la petite courbe bleue là, qui s'horizontalise un petit peu, eh ben, ça veut dire que, en gros, ça a fini de baisser pour l'instant. Pour arrêter la baisse de la courbe bleue, il faut énormément, énormément, énormément d'argent. Euh, et c'est ça qui identifie des moments où c'est plutôt le bon moment pour rentrer. Exactement. Et ensuite, d'ailleurs, il faut pas avoir de confusion entre les différents acteurs du marché, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les investisseurs institutionnels qui vont créer les mouvements de fond, on va dire, les cycles de marché. Et puis ensuite, on va voir ici ce qu'on appelle des sous-fluctuations ou des respirations ou des corrections. Ouais, Enfin, il y a il y a toute une terminologie autour de la lecture des prix, de l'analyse technique. Mais en gros, il y a les mouvements long terme sont créés par les investisseurs institutionnels, d'accord? Ceux qui vont
maximiser leurs gains en créant les cycles financiers. Et puis ensuite, là, il y a les traders qui vont, eux, créer des variations à plus court terme. Et donc, quand on est investisseur, il faut essayer de s'en affranchir, en fait. Il faut bien réfléchir comme un investisseur et éviter les différents pièges dans lesquels un trader peut tomber. Oui, ne pas prendre une sous-fluctuation générée par les traders comme étant un signal de retournement de tendance. Pour préciser, la courbe bleue là qu'on a affichée à l'écran, c'est la moyenne mobile 30, 30 bougies en fait. C'est-à-dire que chaque point de la courbe bleue, c'est la moyenne des 30 dernières, valeurs de l'actif. Et pour que cette courbe, elle ait une signification, hem, disons pour un investisseur, quelqu'un qui regarde pas, tous les jours le portefeuille, mais plutôt tous les 6 mois ou tous les ans, eh bien, on va paramétrer le graphique pour qu'il n'affiche qu'une seule bougie par semaine. Une bougie, c'est un trait qui est vert ou rouge. Donc en gros, à chaque fois que vous voyez un trait vert ou rouge vertical sur le graphique, ça veut dire qu'une semaine entière s'est écoulée et l'évolution de la courbe bleue prend en compte les 30 dernières semaines. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout, du tout, du tout à faire bouger. Donc quand on a, la moyenne mobile 30 qui était ascendante et qui devient descendante, ça veut dire que beaucoup, beaucoup d'argent, s'est déplacé. Oui. Alors, si vous voulez vous le rajouter sur vos graphes, là, alors c'est valable dans TradingView, mais c'est valable aussi sur n'importe quel. TradingView que vous pouvez, auquel vous pouvez accéder gratuitement, hein, les fonctionnalités seront, limitées, mais donc vous cliquez sur indicateur là en haut et ensuite vous tapez SMA pour, Simple Moving Average dans la barre de recherche et ça vous donne la ou, moyenne mobile simple que ou vous voilà, au pouvez. moyen mobile simple. Voilà, Non, vous le en tapez. français, il aime pas, Voilà. c'est. Et ensuite, vous pouvez régler le paramètre ici, là, sur Et ensuite vous pouvez paramétrer, la avec Arnaud, on aime bien mettre 30 unités de temps, parce que pour nous, c'est très, représentatif. Hmm. Et puis d'ailleurs, c'est disponible sur tous les logiciels de lecture graphique. On peut Oui, regarder les gens comme Boursorama, enfin peu importe, tous les oui, on Yahoo. utilise TradingView, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres, interfaces qui sont disponibles, même si on peut pas faire le tour. TradingView, c'est gratuit, ça marche bien, voilà. Alors, tout Donc mon pour résumer. propos, Oui, vas-y, excuse-moi. oui, en fait, tout mon propos, c'était de dire que bon, bah, si on comprend cette notion de cyclicité et la façon dont les cycles sont créés par les investisseurs institutionnels, nous, ça nous permet en tant qu'investisseurs sur l'or d'identifier des potentielles phases d'entrée après des périodes de baisse, comme Ouais, ici, comme ici, comme ici. Et donc, en fait, c'est les moments où on va voir la moyenne mobile, la ligne bleue, là, s'horizontaliser après une période de baisse, ouais, comme ici, comme ici, ou comme ici, ou comme ici, peu importe, les moments où on va changer de direction, qui va créer des opportunités d'achat pour nous, pour ceux qui achètent de l'or, quoi. Et puis après, c'est toujours pareil, hein, si je reviens sur la philosophie que je dis la philosophie, mais c'est plus la stratégie ouais. d'investissement qu'on s'est donnée. Et bien, si on est capable de bien acheter, alors on peut soit se décharger progressivement pendant la hausse, soit attendre des phases de distribution. Voilà. Voilà. Ça dépend aussi bien sûr beaucoup des objectifs qu'on s'est fixés. Pour résumer, on aura assez souvent, mais pas toujours évidemment, des cycles qui sont assez lisibles, avec une phase d'accumulation où le prix est bas et il est stable et ça dure parfois des années. Hem et ces phases qui sont un petit peu, «pénibles» entre guillemets à traverser, parce que rien ne se passe, ce sont les phases d'accumulation. Pourquoi? Parce que les gros accumulent. Ensuite, on a une phase de croissance ou de participation, où là, au fur et à mesure, de plus en plus, ce sont les particuliers qui voient que ça monte, qui viennent, alimenter la hausse. Les gros, eux, ont fini d'acheter. Là, ils regardent l'argent qu'ils sont en train de gagner.
Au bout d'un moment, quand les gros ont atteint leurs objectifs de performance, ils commencent à vendre, mais ils peuvent pas tout vendre d'un coup. Ils ont besoin d'énormément de liquidités pour absorber le produit du volume qu'ils ont acquis, multiplié par la nouvelle valeur qui a beaucoup augmenté. Donc ils vont ils auront besoin de plus de temps, ils auront besoin d'un petit peu de temps pour se débarrasser de tout ce qu'ils ont acheté. Ça va s'appeler la phase de distribution. Et au bout d'un moment, et ben, ça baisse. Et là, à ce moment-là, les gros n'ont plus rien en portefeuille. Au contraire, ils vont shorter le marché pour gagner aussi de l'argent pendant la baisse. Et c'est là que les particuliers sont, psychologiquement un petit peu en difficulté. Mais il faut pas s'y tromper. C'est pas parce que les particuliers paniquent que le marché baisse. Le marché baisse parce que vous avez des investisseurs, pardon, institutionnels qui ont, à leur disposition des centaines de millions, des milliards d'euros et qui vont appuyer sur le cours de manière délibérée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent racheter le même actif plus bas pour pouvoir à nouveau gagner de l'argent. Ces cycles, s'expliquent pour ça. Les investisseurs institutionnels, quand ils achètent un actif, c'est pas pour perdre de l'argent. Ils perdent jamais. C'est bien ça. Ouais, c'est parfaitement exact. Bon, on a Tout bien notre, tout oui, notre vas-y. propos à nous en tant qu'investisseurs particuliers, et ça peut aller jusqu'à, quand je dis particulier, ça va même jusqu'à des patrimoines à 8 9 chiffres, hein, ok? C'est de comprendre le fonctionnement de ces cycles et de venir capter une partie de ces mouvements-là. Nous, on n'a pas les objectifs, ou on ne sait pas les objectifs que sont fixés les investisseurs institutionnels. Par contre, on sait que si on agit au même moment qu'eux et qu'on navigue les cycles de la même façon qu'eux, alors on va pouvoir capter une partie de leur profit aussi. C'est peut-être superficiel ce que je vais dire, mais en investissement, le plus important, c'est de savoir gagner. En fait, si on sait gagner de l'argent en investissement, alors c'est un mécanisme qu'on va pouvoir reproduire. Oui. Et je dis souvent à mes coachés, si on sait gagner 1000 euros, on sait gagner 1 million d'euros. Parce qu'il y a une mécanique derrière, et cette mécanique, elle est toujours la même. Donc, dans cette mécanique d'investissement, il y a savoir gagner de l'argent, réaliser ses profits à un certain moment, et surtout peut-être concentrer ses efforts sur bien acheter un actif. Oui, bien acheter, c'est une des clés qui facilite tout le reste. Prendre des profits, si ce n'est régulier, au moins, enfin, savoir quand les prendre, c'est aussi très, 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 très important. Et la meilleure façon de réussir, vu que de toute façon, on ne peut pas lutter contre les institutionnels qui ont des centaines de millions, des milliards à leur disposition. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire le maximum pour se mettre dans leur sillage. Il y a une phrase que j'aime bien, heu: «Il est toujours bon d'éviter de suivre l'émotion de la foule et de préférer suivre la logique des professionnels». Parce que, le marché ira dans la direction que eux ont choisie. Ouais, dans le monde de la crypto, on dit ride the tail of the whale, c'est-à-dire vraiment se mettre dans la queue de la baleine, en fait, et essayer de faire comme eux et de prendre une partie des profits que eux réalisent. OK, bon, bah, maintenant on a un objectif qui est clair, hein, Arnaud. On a un seul boulot, c'est savoir où on en est dans le cycle. Comment on fait? Ouais, alors, tout simplement pour savoir où on est dans le cycle, alors, bon, déjà, il y a une partie, de prise de conscience, d'accord? Est-ce qu'on est plutôt, pendant une période de hausse, après une période de hausse? Est-ce qu'on est plutôt dans une phase, de latéralisation du cours? Donc là, on le voit bien ici, hein, donc si ça va être une latéralisation du cours en bas après une période de baisse, on va être plutôt dans une phase d'accumulation, donc un point bas, là, c'est potentiellement des Ouais, bons moments pour acheter. Ou alors si on est dans une latéralisation du cours avec une horizontalisation de la ligne bleue, de la moyenne mobile après une période de hausse, là on est plutôt dans une phase de distribution. Et donc c'est plutôt des moments qui sont utilisés
par les investisseurs institutionnels pour distribuer, pour se séparer de leurs actifs. Il y a un truc qui est super intéressant et c'est aussi c'est criant avec l'or Mmh. en tant qu'actif, c'est que souvent on se rend compte que les cycles ne collent pas du tout avec le narratif que l'on entend. Oui, C'est-à-dire que quand on écoute les infos sur l'or et tout ça, bah, les moments où, où c'est en bas et donc potentiellement c'est les meilleurs moments pour acheter, où les investisseurs institutionnels sont en train de l'accumuler et où j'espère que plus tard, vous l'achèterez, oui. le narratif il est mauvais, quoi. L'or ne sert plus à rien, les États se désintéressent, ils vendent leurs réserves, enfin on entend tout un tas de trucs incroyables. Et en fait, ça, c'est fait pour faire vendre aux particuliers leur or, pour créer de la liquidité et permettre aux investisseurs institutionnels Mmh. d'avoir suffisamment de volume en face pour acheter. Et puis à Oui, l'inverse, les institutionnels qui veulent acheter, ils ont besoin qu'on leur vende. Donc c'est très important pour eux d'avoir de la liquidité en face et par liquidité, on ne veut pas dire argent, hein. On veut dire, beaucoup de volume disponible. C'est-à-dire que si moi je veux acheter demain, pour, je sais pas 2 milliards d'euros d'or et ben j'ai besoin sans faire bouger le cours, sans faire bouger le cours et ben j'ai besoin qu'il y ait, 2 milliards d'euros de vendeurs en face pour me vendre l'or. Et donc c'est très, très important quand on veut acheter bas et beaucoup, d'avoir un narratif extrêmement pessimiste pour encourager les gens à vendre, à capituler, à se débarrasser de leurs actifs et comme ça, je peux atteindre mes objectifs de volume sans provoquer la hausse du cours. exactement. Et inversement, dans les hauts de marché, là, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'acheteurs en face pour pouvoir distribuer, se débarrasser de l'or qu'ils ont acheté à bas prix, à bas coût. Et donc à ce moment-là, on va avoir de la pub, on va avoir de la com, on va avoir un narratif que l'or il va aller encore plus haut et Aux encore plus 20 haut. heures de TF1, on aura tous les soirs Voilà, les plus hauts de l'or et cetera. Il y exactement. a quand même, un point sur lequel j'aimerais, insister puisque là on voit une horizontalisation du cours de l'or sur 2021-2022. On aurait pu s'attendre à une baisse prononcée après, mais finalement, bah, ça monte. Donc c'est quand même pas une science exacte. Comment est-ce qu'on peut naviguer ça? Euh, En fait, tu parles de cette petite phase-là? Alors, cette petite phase-là et surtout, bah, la hausse qui a suivi. Mm. En fait, tout simplement, quand la moyenne mobile est inclinée à la baisse, ça traduit une phase de distribution marquée Ouais, par les investisseurs institutionnels. Donc nous, on peut, si cette moyenne mobile est baissière ou inclinée à la baisse de façon marquée, c'est suffisant pour nous pour le considérer comme une période de baisse. Et d'ailleurs, ça peut se traduire sur des graphes pour des fois une quinzaine, une vingtaine de points, quoi. ouais, Donc, nous, soit en tant qu'acheteur d'or à long terme, soit en tant qu'optimisateur de sa présence dans les cycles, c'est des variations ici que nous, on peut être amené à venir capter, quoi. Et donc, toute baisse significative avec inclinaison de la moelle mobile peut être considérée comme une phase de baisse et une latéralisation à l'issue de ça peut être considérée comme une potentielle phase d'accumulation pour les investisseurs institutionnels. oui, d'accord. Il y a d'autres éléments, on peut aller chercher un petit peu plus de finesse dans l'analyse, mais c'est pas le propos aujourd'hui. Et puis surtout, j'essaie de donner quelque chose de relativement simple, de relativement simple. Si vous achetez pendant ces phases-là, c'est-à-dire après une période de baisse et avec une horizontalisation du prix moyen de la moyenne du cours, vous maximisez vos chances de vous exposer à des périodes de hausse, à des phases de hausse de l'or. Voilà. Oui, et encore une fois, on n'est vraiment pas dans le, trading à court terme. Chacun adaptera, puisque c'est pas du conseil, hein, chacun adaptera ce qu'on est en train de dire un petit peu à sa sauce. Et il y a autre chose que tu enseignes et que j'aime beaucoup, c'est que à tout moment, et notamment pendant ces phases d'horizontalisation, vous devez posséder la quantité de l'actif en question qui vous rende heureux, quelle que soit la direction du marché. C'est vrai. Je prends un exemple, si on se place, si tu veux mettre le pointeur en juillet 2022 par exemple, Mhm. on voit que, la moyenne mobile commence à se casser la gueule. Ça commence à baisser, voire à baisser franchement un petit peu plus tard dans l'année. On sait que
même s'il était plutôt probable d'avoir affaire à une phase, de capitulation, une phase 4, une phase de baisse prononcée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être le da la dernière chance pour vous de prendre quelques profits, mais sans venir contrevenir à vos objectifs profonds. C'est-à-dire que si vous avez de l'or à la base, c'est pas uniquement pour dégager des plus-values, ça remplit d'autres fonctions pour vous, des fonctions d'assurance, des fonctions de valeur refuge. Je vous refais pas toute la liste, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas si longtemps que ça. En fait, là, ce que j'aurais fait moi personnellement, si j'avais déjà, à l'époque su tout ça, c'est peut-être réduire un tout petit peu ma position pour la mettre dans pour la ramener à une taille où, eh ben, si finalement ça repart à la hausse, je suis très content parce qu'il me reste beaucoup d'or et si jamais ça part à la baisse, eh ben, je suis très content aussi parce que un, j'ai pris quelques profits et 2, ça me permettra d'en racheter plus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est extrêmement important. Peut-être dans la vidéo de la dernière fois, on a un peu répondu à cette question. Le sizing de position ou la taille de position, c'est un élément central dans la gestion patrimoniale. Comment avoir un actif dans une quantité qui nous permette de remplir nos objectifs financiers. Et effectivement, c'est peut-être un des meilleurs éléments de réponse, se projeter dans des scénarios haussiers et baissiers et être sûr que ça ne nous met pas dans l'inconfort, quel que Voilà, soit le cas. Si ça baisse et qu'on n'est pas content, c'est probablement qu'on est trop exposé à l'actif. ouais, Et si ça monte et qu'on n'est pas content, c'est probablement qu'on n'est pas assez exposé. voilà. Mais toujours pareil, après, on est dans le monde de l'investissement. Et enfin, j'ai envie de le rappeler, j'aime bien rappeler que une infime partie des gens gagnent de l'argent dans l'investissement. Et Mmh. donc, quand on est capable de gagner de l'argent, on passe du bon côté, entre guillemets, de la barrière. Et ça aussi, ça doit nous rassurer. Ça doit nous faire du bien, ça doit nous sécuriser. Si on est capable de gagner de l'argent d'investissement, alors on sait qu'on est familiarisé avec le mécanisme. Voilà. Exactement et le fait de ne pas avoir acheté absolument au plus bas ou vendu au plus haut n'est, absolument pas un problème. Au contraire, on devrait se satisfaire. Celui qui aurait, vendu, je dis n'importe quoi, hein, la moitié de son or à 2 000 $ en juillet 2020, par exemple, pour moi, il a toutes les raisons d'être extrêmement satisfait, même si quelques années plus tard, on a encore pris 50. Bien sûr. Parce qu'il a pris une décision qui, statistiquement, faisait sens. Quand est-ce qu'on est content? Enfin, je réponds souvent, je dis souvent à mes coachés, quand est-ce qu'on détermine le meilleur moment pour sortir? Quand on a gagné de l'argent. Quand on a Voilà. gagné de l'argent, on est déjà dans le pourcentage des gens qui gagnent de l'argent et ça doit être un motif de satisfaction. Je peux peut-être dire un truc par rapport à ça, c'est que quand on a compris cette notion de cyclicité, c'est une constante dans le monde de l'investissement. Et donc, si on est capable de naviguer et d'adapter sa psychologie et sa compréhension à l'optimisation, moi j'aime bien utiliser ce terme-là, l'optimisation de ta présence dans le cycle, là on va se mettre à gagner de l'argent. Et quand on a compris que les marchés et les différentes classes d'actifs étaient en fin de compte qu'une succession perpétuelle de cycles haussiers et baissiers, Oui, alors, en fait, il est facile déjà de trouver des actifs qui sont dans une configuration favorable pour nous. Et aussi et surtout, et c'est pour ça que je veux dire, parce que je vois la courbe de l'or, que après une période de hausse, il y a toujours une période de baisse. Et ça, faut en être conscient. mmh, C'est-à-dire qu'on dit en investissement ou en trading, on dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. ouais. Mais c'est vraiment une façon de dire que, bah, un moment, le cycle haussier qu'on est en train de vivre maintenant, un moment, il va se terminer. Et donc, c'est pendant le cycle haussier, soit dans la force, soit pendant la phase de distribution, qu'il aura fallu prendre ses profits. Soit prendre des profits, soit tout vendre, selon l'actif, selon ses objectifs. Je vous dis n'importe quoi, si vous êtes exposé, au bitcoin et que le bitcoin, double en valeur, eh bien, si pour vous détenir du bitcoin n'a qu'une fonction de spéculation, vous pouvez être parfaitement satisfait de revendre à plus 100%, vous débarrasser de tout
Et si jamais on allait à x3 par exemple, et ben c'est pas grave, parce que vous avez pris une bonne décision, vous êtes sorti en respectant vos objectifs. Évidemment pour l'or, en général, ce ne sera pas votre, but de vous débarrasser de tout ce que vous avez. Donc il faudra juste peut-être réduire, si vous le voulez, un tout petit peu la position, histoire de pouvoir racheter ce que vous venez de vendre à un moment où ce sera moins cher. Et si jamais c'est jamais moins cher, parce que par hasard ça ne s'est pas produit, et ben c'est pas grave. Vous avez quand même pris une décision qui vous mettait du bon côté de la barrière, statistiquement parlant. Oui. Et tu parlais du Bitcoin. C'est pareil, on voit ici la cyclicité qu'on peut parfaitement lire. Et donc, on peut voir ici bah, vraiment les phases d'accumulation et les phases de participation avec les phases de distribution. Donc, je vous laisse en déduire où on se trouve par rapport au cycle du Bitcoin. Ouais. Mhm. Donc voilà, ces histoires de cycle, ça ne donne pas et c'est pas l'objet, hein, ça ne donne pas de précision à 100. On n'est pas là en train de détecter le point bas absolu, ni le point haut absolu. On est là en train d'essayer d'investir correctement, en gagnant de l'argent et en se sentant bien. Est-ce que tu rajouterais quelque chose dessus? Oui, peut-être réinsister sur la notion qu'on a vue la dernière fois, et peut-être qu'on pourra approfondir dans le futur, c'est la notion d'imbrication de l'or avec les autres poches du patrimoine. Ah bien, bien sûr, hein, c'est là que ça prend tout son sens, en fait. On va faire passer l'or d'une dimension de valeur refuge qu'on essaye d'accumuler à des moments pas trop, mal choisis, à un outil supplémentaire pour faire grossir un patrimoine. Et dans la prochaine vidéo, on verra tout ça beaucoup, beaucoup plus en détail. Là, pour l'instant, on a quand même un bel outil, je dirais un bel outil, qui va nous permettre d'éviter d'éviter des grosses erreurs. Et éviter les grosses erreurs, après tout, c'est la première étape pour gagner de l'argent. Oui, Hem, Parfait, parfait. Bah, écoute, merci Arnaud, hein, pour toutes ces précieuses avec plaisir, informations. avec plaisir. Dorénavant, vous comprenez comment fonctionnent ces cycles. Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin et on verra comment exploiter ces cycles à votre avantage, plutôt que faire comme 90 des gens et de les subir. Petit bonus en description. Vous pouvez accéder gratuitement à l'historique des recommandations d'investissement d'Arnaud qui publie chaque semaine. Dites-moi en commentaire, selon vous, où en est l'or en ce moment? Comme d'habitude, rien de ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est un conseil en investissement. Ce n'est qu'à but éducatif et vous prenez vos propres décisions. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.